On retrouve Michel Séauger qui est à Montréal, Manon Cornelier qui est à Ottawa pour faire le point sur cette nouvelle journée de campagne électorale. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on veut vous entendre d'abord sur Thomas Mulcair. On le sait à quel point ça a été long, mais finalement, il l'a fait. Il a précisé sa position sur le port du niqab aujourd'hui pendant les cérémonies de citoyenneté. On va écouter un extrait. Je vous entendre après. Personne n'a le droit de dire à une femme ce qu'elle doit porter ou ne pas porter. Je suis d'accord avec la règle existante selon laquelle une femme portant le niqab soit tenue de se découvrir avant d'obtenir sa citoyenneté dans le respect de ses convictions religieuses et sincères. Mais si certaines de ces femmes sont opprimées, il faut les aider. Et ce n'est pas en les privant de leur citoyenneté canadienne et de leurs droits qu'on va y arriver. Alors, on voit justement sur quoi il campe sa position. Ça a été long, mais il a fini par le faire, finalement, sur le droit des femmes, sur le droit des femmes aussi d'occuper l'espace public. Et on pondère un peu les inconvénients et les avantages là, à les obliger à se découvrir ici. Manon, je vais commencer avec vous. Est-ce que c'était habile comme position de la part de M. Mulcair aujourd'hui? Bien, c'est le reflet de ce qu'il laissait entendre déjà depuis quelques jours et aussi de ce qu'il avait déjà dit l'hiver dernier lorsqu'il y avait eu la première décision. Mais il devait le refaire clairement parce que là, il est pris à partie, en particulier par le Bloc québécois, et c'est son adversaire numéro 1 sur le terrain. Et donc, il devait clarifier sa position et en même temps trouver une façon à la fois de la confirmer sans braquer des gens qui sont contre. Je ne suis pas sûre qu'il aura convaincu nécessairement les gens qui sont farouchement opposés à l'idée que des femmes puissent garder leur niqab pour la cérémonie de citoyenneté. On parle bien ici de la cérémonie et non pas du serment. Oups, on a perdu Manon. Oui. Je vais vous demander de prendre le relais, Michel, pendant ce temps-là, en attendant qu'on trouve Manon. Oui, je suis un peu d'accord avec ce que Manon disait. Je vais pouvoir poursuivre sur sa pensée. Je ne suis pas sûr qu'il a convaincu les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui au départ. Vous savez, on n'est pas dans le débat sur la Charte des valeurs ici, qu'on a bien connu au Québec, parce que là, on parlait de gens qui travaillaient dans la fonction publique, qui avaient un voile ou un turban, mais qui travaillaient, qui étaient des infirmières dans un hôpital ou quelque chose comme ça. Et donc, à qui allaient perdre leur travail si on appliquait la Charte des valeurs. Là, on est sur le niqab, donc la figure complètement voilée, et on le voit dans les résultats de sondage, dans les résultats de notre boussole électorale, dans toutes sortes de choses comme ça, où que ça ne passe pas. Et il y a peut-être, au-delà de dire, et là-dessus, M. Mulcair a raison, si quelqu'un n'a pas la citoyenneté canadienne, on ne pourra pas l'aider beaucoup, il y a aussi une espèce de bruit de fond en arrière qui dit, quelque part, il faut qu'il y ait une limite. D'ailleurs, les limites, ils existent à l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés. Là. Quelque part, il faut une limite, puis pour beaucoup de gens, la limite, c'est justement le niqab. Oui. Alors, Manon, Michel avait repris le fil de vos pensées pendant que vous étiez disparu. J'avais essayé, Manon. Je pense qu'il a bien fait ça. Mais je vais reprendre maintenant avec vous, Manon. Est-ce que c'est pas toujours perdant-perdant pour cette question-là, pour M. Mulcair au Québec, justement? Il n'y a pas moyen de s'en sortir, là. À mon avis, il est assez difficile de s'en sortir, à moins que certaines personnes qui ont... il y a quand même des gens qui, leur réflexe, c'est de dire « je suis opposé ». J'aimerais qu'on trouve une solution pour que ce soit interdit, mais qu'il voudrait que ça se fasse dans les normes et sans que ça se fasse en prenant en otage un petit groupe de femmes, qu'on soit d'accord ou pas avec elles. Et donc, il y a des gens peut-être qui vont être enclins à quand même l'écouter, mais il faudra voir si c'est ça qui décidera, qui sera le facteur décisif dans le choix électoral des gens. Il y a toutes sortes d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que ça va se tasser un peu d'ici la fin de la campagne? On verra. La question, évidemment, est de savoir comment les autres partis, surtout les conservateurs et le Bloc qui exploitent ce sujet-là avec beaucoup plus de vigueur, s'ils vont continuer à le faire. Je pense qu'il est là l'enjeu pour M. Mulcair, mais il ne peut pas dire une chose et son contraire. Donc, il y a aussi dans le reste du pays un point de vue qui est peut-être moins campé qu'au Québec, mais il y a quand même une majorité de gens au Canada qui sont quand même d'accord avec l'idée que personne ne puisse prêter serment le visage couvert. Mais on peut être certain qu'au débat demain, et M. Duceppe et M. Harper vont partir là-dessus, là, c'est clair. Oui. Et ils n'ont rien à perdre parce que M. Mulcair est tellement en avant au Québec, bien que dans les derniers jours, ça a baissé, là. Mais c'est clair que ça va être leur enjeu dans ce débat-là.
bloc contre M. Mulcair. Vous évoquez le débat, justement, Michel. Est-ce que c'est important, justement, qu'il a clarifié sa position avant qu'on plonge dans le débat? Bien là, elle est claire, la position. Le problème, c'est qu'elle n'est pas en accord avec ce que la très large majorité des gens au Québec pensent. On ne peut pas dire que sa position n'est pas claire. Bon, dans le ton et la manière qu'il a pris aujourd'hui, parce qu'il a fait ça à l'intérieur d'un moment où il faisait vraiment un discours, là, carrément. Alors, on l'a vu très calme, très en contrôle dans ce discours. C'était important aussi, cette manière, cette façon de faire? Oui, c'était important. D'ailleurs, vous le notez, il a fait ce discours-là sans tous les décors électoraux qu'ils utilisent habituellement. C'était un podium neutre, c'était des drapeaux qui étaient derrière, la salle était sombre. Bref, c'était fait avec beaucoup de solennité, donc avec l'idée de projeter quand même une image de chef d'État, de quelqu'un qui se met au-dessus de la mêlée. C'était aussi ça son objectif aujourd'hui, de montrer que lui se mettait au-dessus de la mêlée, qu'il n'allait pas exploiter le sujet. Et donc, oui, ce ton-là est important. Évidemment, à la veille du débat, ça permet de donner une autre image, mais une fois qu'on va être dans le cœur du débat, on verra demain. Mais demain, il ne sera pas seul, par contre, à défendre une position similaire. M. Trudeau aussi, mais c'est lui qui a le plus à perdre si ça dérape sur ce sujet-là. Est-ce que ça risque pas, justement, vous parlez de M. Trudeau, de créer, comment dire, une sorte de confusion ou un embarras là, pour les électeurs, c'est-à-dire de s'y retrouver entre la position de M. Mulcair et la position de M. Trudeau sur la question du NICAM, parce que essentiellement, ils ont l'air de marcher dans le même sentier. Là. Bien, ils se marchent dans le même sentier. Voilà. La position de M. Trudeau était à peu près, à peu de nuances près, la même que M. Mulcair. Mais vous savez, M. Mulcair, ce matin, est allé voir Denis Coderre. On ne peut pas tout à fait dire de Denis Coderre que c'est quelqu'un qui est un excité sur ces choses-là. Il avait été très posé, mais très ferme contre la Charte des valeurs du Québec à l'époque. Et lui, il dit, bien, écoutez, là, la limite est là, est au NICAB. Ça, moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Moi, je me dis toujours que dans une campagne électorale, les politiciens fédéraux devraient écouter les maires parce qu'ils ont l'oreille à terre puis ils sentent ce que leurs citoyens disent. On va passer maintenant à une annonce qui a été faite aujourd'hui par Stephen Blaney, qui était avant les élections ministre de la Sécurité publique. Alors, Collège militaire de Saint-Jean, qui va voir un autre volet de formation s'ajouter, ce sera de niveau universitaire. Bref, on revient un petit peu au collège tel qu'on l'a connu par le passé, bien, il y a quand même déjà fort longtemps. À qui il s'adresse cette annonce-là? Aux électeurs de Saint-Jean. Aussi précisément que ça, aussi chirurgical oui, que ça? C'était un enjeu qui avait fait mal aux libéraux dans cette région-là lorsqu'ils avaient décidé de le fermer. Le Bloc en a fait ses choux gras pendant des années. Je pense que oui, peut-être qu'on sent qu'on peut arriver à grignoter un peu là, mais c'est aussi parce qu'on cherche à jouer la carte justement du bilinguisme, du respect des francophones. Et comme vous le voyez, c'est le ministre de la Sécurité publique et non le ministre de la Défense qui y était. Parce que c'est lui qui est ministre du Québec, alors que le ministre de la Défense, puis il est de l'Alberta. Alors, c'était une opération pour essayer de gagner des votes. Michel? C'était très chirurgical, mais peut-être pas pour le comté de Saint-Jean. Moi, je vous dirais que c'était très chirurgical pour le comté de Louis-Saint-Laurent à Québec, où le candidat Gérard Deltel, qui est leur candidat vedette, est en perte de vitesse. C'est le comté où se trouve la base de Valcartier et où il y a la plus grande proportion de militaires au Québec. Et c'est clair qu'ils veulent gagner ce comté-là. Et dire aux militaires francophones, vous savez, eux l'avaient mal pris, la fermeture du Collège militaire de Saint-Jean. C'était comme de dire, ça va être plus facile maintenant pour un anglophone de devenir officier. Hein? Les cours vont se donner en anglais et tout ça. C'est une façon de dire, d'abord, à tout le monde au Québec, pour nous, c'est important. C'est important qu'il y ait des officiers francophones. Mais dans une ville militaire, dans un comté où il y a une grosse base militaire, là, ça va avoir des gros effets, ça. Dernière question, on va la faire rapidement, celle-ci. C'est un sondage d'Environics aujourd'hui, fort intéressant, qui montre que 60% des électeurs qui pourraient voter NPD ou libéral seraient prêts à changer de parti, en autant que ça puisse bloquer les conservateurs. Qu'est-ce que ça vous inspire? On va le faire rapidement. Je vais commencer par Manon comme réaction. Le vote stratégique est quelque chose de très difficile à faire, sauf qu'ici, on a un sondage qui a été fait de façon étendue dans une trentaine de circonscriptions où ça bouge beaucoup, les écarts sont minces. Et ça, c'est intéressant parce que c'est rare que les électeurs ont un outil comme celui-là pour essayer d'orienter leur choix. Donc, il faudra voir si ça aura un effet, mais le vote stratégique est quelque chose de très difficile à opérer. C'est vraiment dans ce but-là que ça a été fait. Hein. Ça a été commandé par une organisation qui se bat pour le vote stratégique. Les 20 dernières secondes avec vous, Michel. Les gens qui votent soit libéral, soit NPD ont comme premier réflexe de vouloir battre Stephen Harper. Ils sont prêts à changer de parti pour la plupart d'entre eux, sauf pour une vieille base libérale ou une vieille base NPD. Alors, il est clair que dans la dernière semaine, si un des deux partis vraiment montre une avance qui est réelle sur l'autre, qu'il va y avoir une érosion vers ce parti-là.
Michel Séauger, Manon Cornelier, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.